Bonsoir, bonjour et bienvenue à notre émission. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à travers EUBS Télévision, où nous recevons pour vous le professeur Mabaka Mukwabouika Placide, qui est auteur d'un livre qui suscite la curiosité de tout Congolais sur une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Nous allons avec lui, à travers ce programme, entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'il apporte de plus-value qui n'existe pas dans ce qu'on a considéré depuis 2006 comme une constitution salutaire pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il apporte comme innovation? Mais avant que nous n'entrions en profondeur, je veux directement saluer le prof Placide. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Manuel. Est-ce qu'on peut encore ajouter d'autres aspects en ce qui est de votre présentation pour que le public vous connaisse encore un peu plus? Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Bon, je suis professeur des universités, docteur en sciences juridiques, comme on l'a dit, et habilité à diriger de recherche. Ici, j'enseigne à Kinshasa, à l'Université protestante du Congo, mais je suis essentiellement attaché et rattaché à l'Université du Kwango à Kenge, et je suis également à l'Université Étoile à Lubumbashi, où j'exerce les fonctions de secrétaire général chargé de la recherche. Je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup, prof. Alors, avec nous, vous allez discuter sur ce nouveau livre que vous venez de mettre sur le marché de la recherche en RDC d'une partie, mais c'est aussi à travers le monde. Vous parlez d'une nouvelle constitution pour un Congo restauré. On parle aujourd'hui d'un Congo en pleine crise économique, en pleine crise de guerre. Plusieurs crises secouent la République démocratique du Congo. Mais en termes de l'émergence, qu'est-ce que cette constitution apporte de plus pour stabiliser le Congo que nous rêvons tous, où il fait beau vivre, où l'économie est à la hauteur des attentes et des richesses que regorge la République démocratique du Congo? Pour bien comprendre la question de la constitution, je vais prendre une image. L'image, c'est que on est dans une maison, on veut bâtir une maison. La maison, on va l'appeler l'État, n'est-ce pas? Et pour bâtir une maison, cet État, il faut commencer par une fondation. Vous n'allez jamais monter les murs sans fondation. Et en plus, cette fondation doit être adaptée au nombre de niveaux que vous voulez. Si vous construisez une maison plein pied, ce n'est pas pareil que si vous construisez une maison R+1 ou R+2 ou R+3. Donc, la fondation, c'est ce qu'on va appeler la constitution. Donc, votre maison pour être solide, votre maison pour être valide, habitable, encore faut-il que la fondation soit solide, bien ancrée. Il en va de même pour l'État. Pour qu'un État soit stable, un État ait une bonne gouvernance, un État ait les institutions fiables, stables, que sais-je encore, il faut que l'on ait la meilleure des constitutions, une constitution qui soit convenable à la société à laquelle elle a été, adoptée, pour laquelle, elle a été adoptée. Donc, si aux États-Unis, on a une telle constitution, en France, on a une telle autre, en Allemagne, au Congo, on doit aussi avoir une constitution qui réponde aux besoins, aux attentes, et surtout à la culture des Congolais. Donc, c'est ça la base. L'émergence ne viendra que de la prise en compte des besoins, des attentes de la société congolaise, et non pas de simplement une forme d'insertion ou de copier-coller, on va dire, hein, ou des emprunts qui viennent d'ailleurs, sans pour autant être adaptés à nos réalités, sans pour autant être incorporés, sans pour autant être appropriés par les Congolais. Voilà, prof, sans vous couper, nous sommes un État indépendant depuis 1960 et nous avons évolué tel que nous l'avons été, tout le monde le sait. En 2006, arrive une nouvelle constitution qui nous régit jusqu'à ce jour et qui a été traitée, je l'ai dit au début de l'émission, comme une constitution salutaire pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Je n'ai jamais été de l'avis de ceux qui pensent que la Constitution de 2006 est une Constitution salutaire. Bien au contraire. Moi, je l'ai toujours appelée une Constitution risquée et à risque. Avant même que cette Constitution eût été adoptée, j'avais lancé un article dans la presse écrite ici. Je l'avais intitulé « Le projet de Constitution de la RDC, une arnaque juridique et politique ». Donc cette Constitution, c'est une véritable arnaque pour la population congolaise. Parce que c'est une Constitution qui n'est pas la Constitution des Congolais, pour les Congolais. C'est une Constitution qui a été établie par les belligérants pour les intérêts de ces belligérants. J'appelle ça donc une alliance de belligérants. Ce n'est pas la volonté du peuple congolais. Donc, en allant plus loin pour vous expliquer ce que j'entends par là, d'aucuns soutiennent que non, mais la Constitution a été adoptée par référendum et donc ça a été validé par le peuple congolais. Mais le référendum n'est valable que si ceux qui ont rédigé cette Constitution, ceux qui l'ont conçue, avaient eu mandat du peuple congolais pour rédiger une telle Constitution sur base d'un certain nombre d'éléments. En ce moment-là, comme vous avez eu mandat, vous allez faire quoi? Vous reviendrez vers le peuple, pour dire, voilà, vous nous avez donné mandat, voilà ce que nous avons conçu, êtes-vous d'accord ou pas? En ce moment-là, le référendum a un sens. Sinon, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Donc, la Constitution ici, même adoptée par le peuple congolais par voie de référendum, n'est pas une Constitution des Congolais, c'est une Constitution des belligérants, j'insiste là-dessus. Ce sont les rebelles qui se sont réunis à Sun City, qui ont décidé, avec le mandat qui a été donné par les accords de Sun City, n'est-ce pas? Par la mise en place du gouvernement 4+1, 1+4 comme on dit, pour, en 2003, la Constitution de la transition, pour adopter ou doter le Congo, la RDC, d'une nouvelle constitution. Et si l'on parcourt cette constitution, on voit bien que tout est fait dans l'intérêt du partage du gâteau. Et on en est encore là aujourd'hui. Regardez, le président de la République a été élu le 20 décembre 2023. Il a prêté serment. Il a prêté serment le 20 janvier, sauf erreur de ma part, exact, ou le 24 janvier 2023. Aujourd'hui, on est le 24, le 25, voilà. Le 25 avril 2024. 4 mois. On n'a pas de gouvernement. Oui, mais parce qu'il doit... Nous n'avons pas de gouvernement. Il doit se chercher un informateur, il doit identifier la majorité. J'en conviens, ça c'est juste par rapport au mode de scrutin. On a mis en place un mode de scrutin qui atomise le voix et donc qui est un véritable partage de gâteau, qui est la proportionnelle. D'où il n'y aura jamais de majorité, il faut nécessairement une coalition. Et pour nous prendre un peu pour des idiots, hein, on nous dit, l'article 78, sauf erreur de ma part, voilà, alinéa 2, ou alinéa 1er, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Première phrase de l'alinéa 1er. Alinéa 2, on nous dit, si une telle majorité n'existe pas, mais dit, avec le mode de scrutin qu'on a mis en place, une telle majorité ne peut pas exister. Donc on nous prend pour des idiots. Alors, prof. Et donc la coalition est obligatoire. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, on en est là. Et en plus, pour ne pas parler du président, regardez l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas encore assise, elle n'est pas encore installée, parce qu'il n'y a pas de bureau. Voyez ? Tout ça parce qu'il faut trouver des moyens, satisfaire X, Y, l'histoire des poids politiques, de ceci, cela, et le pays vit dans une instabilité totale. Alors, prof, face à cette constitution que vous qualifiez de risque et risqué, quel est le nouveau contenu que vous apportez dans cette nouvelle constitution qui diffère de celui-là, qui va donc redresser la République démocratique du Congo pour qu'on arrive à ce pays, à cet État réellement souverain? Quel est le contenu qui vous démarque de cette constitution que vous avez attribuée aux belligérants qui se sont réunis à Sun City?
Avant de parler du contenu, je pense qu'il faut, comme j'ai dit, c'est la fondation. Il faut partir de la méthode. Comment on arrive à une nouvelle constitution? Le contenu n'est pas d'abord l'essentiel, c'est la méthode. Comment on y arrive? Donc, si vous voulez mettre de l'eau dans un verre, mais encore faut-il que le verre existe. Voilà. Il faut qu'il y ait un contenant pour qu'il y ait un contenu. Donc, la méthode, c'est quoi? Aujourd'hui, je dis, il faut que le pouvoir revienne au peuple. On l'appelle d'ailleurs le souverain primaire. Donc, il faut aller chercher le constituant, le pouvoir constituant, le vrai. Et comment procéder? Mon idée, ce que je suggère dans l'ouvrage, c'est que sur base de l'article 69 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République est le garant, n'est-ce pas? Il est le garant du bon fonctionnement, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Et il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs et des institutions, ainsi de suite, de la communauté d'État. Bon, bref, il est le garant. Sur base de cet article 69, alinéa 2, seconde phrase, le président de la République a le pouvoir aujourd'hui de transformer l'Assemblée nationale qui a été récemment élue en assemblée constituante, parce que cette assemblée a été élue par le peuple. Voilà. Donc, elle a la légitimité populaire. Et donc, il faudra transformer cette assemblée nationale en assemblée constituante et mettre en place un comité constitutionnel. Donc, c'est un groupe d'experts qui va réunir des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, des philosophes, des théologiens, des politologues, des juristes. Peut-être on peut en rajouter d'autres, des psychologues, je crois, je les ai cités. Pourquoi? Parce que la Constitution ou la fabrication de la Constitution n'est pas une affaire des juristes ou des politistes, ou des politiques même. C'est d'abord la détermination de notre vivre ensemble. Nous allons décider sur la manière dont nous voulons vivre ensemble. C'est comme un mariage. Quand vous voulez épouser une femme, ou quand une femme veut épouser un homme, il faut qu'il y ait des choses qu'on s'entende en fait, oui. Des choses qu'on mette en commun. On ne va pas se marier parce que elle est belle, elle travaille, elle a de l'argent, ou il a de l'argent, ainsi de suite. Non. Il y a des éléments fondamentaux sur lesquels on assoit un couple. Donc, la Constitution, c'est pareil. Nous sommes un peuple. Il y a des diversités. Comme j'ai dit, une des valeurs, c'est notre unité dans la diversité. Comment créer une unité dans cette diversité? Quel type d'unité qu'on veut créer? De par notre diversité, quels sont les éléments qui vont concourir à la création de cette unité-là? Bon, donc, une fois qu'on on transforme l'Assemblée nationale en Assemblée constituante, on met en place ce comité constitutionnel, on va maintenant consulter le peuple congolais à travers un questionnaire, par exemple sur la forme juridique de l'État. Voulons-nous un État unitaire, un État fédéral ou autre chose, ou un État confédéral si on veut? Quel type de régime politique voulons-nous mettre en place? Un régime de type présidentiel, un régime de type parlementaire, un régime mixte ou que sais-je? Et sans vous couper, prof, ce questionnaire va donc être constitué par ces experts des différents domaines qui ont étudié ou fait un diagnostic sur le vivre ensemble du Congolais. Exactement. Ça, c'est très important. On ne doit pas laisser ça aux juristes ou aux politistes. Nous sommes, je ne sais combien d'ethnies, 400 et quelques ethnies, que sais-je. Bon, d'après ce que je sais, vous voyez, le Sud Kivu et le Maniema, je crois, sauf erreur de ma part, il y a un peuple qui s'appelle Bemba ou un truc comme ça, qui sont à cheval sur les deux provinces. Mais pourquoi ces gens-là sont aujourd'hui séparés?
Il y a un qui se dit, ah, moi je suis du Maniema, toi tu es du Sud Kivu, alors qu'il doit se sentir avant tout comme étant un Congolais, n'est-ce pas? Prenons même, pour aller plus dans ce que je connais le mieux, il y a l'ex-province de Bandundu. Il y a aujourd'hui 3 provinces, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango. Vous trouvez par exemple le peuple Soukou qui est dans le Kwilu, vers Masimanimba, et qui est aussi dans le Kwango. Il y a Féchi et il y a Pelende Nord. Bon. Maintenant, moi qui suis par exemple du Kwango, on m'empêche d'aller me... Bon, on m'empêche. Pas la Constitution, mais dans la pratique. Parce que la Constitution, c'est aussi la pratique. Je ne peux pas aller me présenter, par exemple, comme candidat gouverneur dans le Kwilu. Vous voyez? Alors que je suis congolais. Est-ce qu'on doit continuer ainsi? Ou dire que non? Comme c'était sous la Deuxième République, Tata Moko, Mama Moko, Ekolo Moko. On est un seul peuple, n'est-ce pas? On a un seul père, pour ainsi dire, comment symboliquement, et nous avons une seule mère patrie qui est le Congo. Donc nous devons déterminer les règles qui permettent à ce que, où que l'on soit, on se sente chez soi. Et qu'on ne dise pas que non, voilà, à part la ville-province de Kinshasa où tout le monde peut se mettre, on dit, ah non, tu n'es pas de chez nous, toi tu es d'ici, toi tu es de là. Est-ce qu'on doit fonctionner comme ça? Alors, prof, sur la couverture de votre ouvrage, nous avons un drapeau, je pense, de la Deuxième République, ou l'armoirie de la Deuxième République. Et quand on retourne de l'autre côté, nous avons le drapeau du Zaïre. Que signifient ces images et cette façon de recourir au passé dans la nouvelle constitution que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Déjà, le drapeau qui est sur la couverture, la première page, ce n'est pas du Zaïre. Ça, c'est le drapeau de la Première République. Oui. L'idée, c'est quoi? Le constat qui a été fait, c'est que depuis l'indépendance, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo, comme on l'appelle aujourd'hui, n'a jamais adopté une véritable constitution. C'est-à-dire adoptée par le peuple. N'a pas de constitution rédigée par les Congolais et pour les Congolais. On a eu 2 types de constitutions. Des constitutions qui ont été octroyées, comme la loi fondamentale de 1960, ou des constitutions qui ont été imposées, comme le décret constitutionnel de Laurent-Désiré Kabila de 1997, comme également la constitution de 1967, sous Mobutu. Ça, ce sont des constitutions qui ont été imposées. Le peuple congolais a failli adopter une véritable constitution en 1964 avec la constitution de Loulobourg. Mais là aussi, il n'a pas été tout à fait associé. Et d'ailleurs, cette constitution n'a jamais été appliquée. Il y a eu une tentative en 92, par là, 92-94, avec la conférence nationale souveraine. Là aussi, ça a été un échec. Mais on n'a pas non plus associé le peuple congolais. On est allé toujours la politique qui a joué. Aujourd'hui, mon idée, c'est quoi? C'est de dire que nous avons eu 3 républiques. Et sous la 3e, on a tendance à effacer la 2e république. Je ne dirais même pas on a tendance, on efface. C'est comme si la 2e république n'a jamais existé. Alors que c'est la république, disons, qui a duré le plus longtemps. C'est parti de 65 à 97, 32 ans. Et la constitution de 67, c'est la constitution qui a duré le plus longtemps, de 67 à 94, n'est-ce pas? Bon. Comment peut-on comprendre, étant Bantous, nous sommes des Bantous, au regard de nos valeurs, au regard de nos réalités sociétales, au regard de notre histoire, nous puissions gommer, juste effacer comme ça d'un trait, la plus grande période de notre histoire. Pensez-vous, en tant que, même chez les Blancs, hein, ça existe,
les gens pensent qu'il n'y a que l'homme noir qui recourt, entre guillemets, aux ancêtres, ainsi de suite. Non. La nature est là. Hein? La Bible même dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Comment pouvons-nous oublier que nous avons vécu avec un certain Mobutu pendant 32 ans? Donc, moi ici, je veux réconcilier les 3 périodes de notre histoire. Et je retiens ce qui est positif de chaque période pour que nous puissions ensemble regrouper ces périodes et tirer les leçons de ce qui n'a pas été, prendre ce qui a été et bâtir la nouvelle République. D'où la nécessité d'aller d'abord vers le souverain primaire, le véritable constituant, et non pas s'arrêter à des politiques, soit il fait un coup d'État, comme avait fait Mobutu, ou les soi-disant libérateurs qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, qui effacent l'autre, ou alors les rebelles qui veulent le pouvoir et qui s'arrangent dire, bon voilà, nous, et le peuple dans tout ça. Et le peuple dans tout ça. Donc, remettons le pouvoir au peuple en amont, en aval et dans l'exercice, à travers bien sûr ses dirigeants. Les dirigeants ne doivent pas s'imposer. Les dirigeants doivent avoir une légitimité incontestable. Alors qu'aujourd'hui, la légitimité de nos dirigeants, en dépit des élections qu'on organise, est toujours contestée. Oui, prof, là, quand vous parlez du passé avec lequel vous voulez nous réconcilier à travers la nouvelle constitution, dans le livre, vous évoquez quelque part la dénomination de la République et ses armoiries. Je ne sais pas si on partage le même langage avec la technique, qu'on nous présente les 2 armoiries qui vont nous réconcilier. Et là, vous évoquez Frédéric Boyenga Bofala avec son appel à la réconciliation avec notre histoire. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on tire concrètement du passé en termes de la nouvelle constitution pour vraiment nous balayer de ce que vous avez qualifié de la constitution à risque de 2006? Le cœur de ce travail est basé sur ce que j'appelle le recouvrement en quelque sorte de l'identité du peuple congolais. On peut voir hein, les 2 armoiries. Alors, les armoiries telles qu'elles sont là, vous voyez, d'abord je vais commencer avant les armoiries. Il y a la dénomination du pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas d'identité, ou le Congolais de la RDC n'a pas d'identité. Parce que lorsque on va à l'étranger, on dit « Ah ben je suis Congolais ». Mais souvent les gens voient Congo-Brazzaville. Il y a même eu dernièrement, c'est une petite parenthèse, une confusion, une rencontre quelque part en Afrique où le président Denis Sassou Nguesso arrive. Un grand média international annonçait l'arrivée du président congolais et les gens ont cru que c'était le président Félix Tshisekedi alors qu'il n'y était pas. Exact. Donc on ne sait pas qui est congolais. C'est Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa. Par ailleurs, on dit République démocratique. Bon, d'un point de vue philosophique ou même juridique, mais une république c'est foncièrement une démocratie. Et une démocratie est absolument une république. Même une monarchie constitutionnelle, c'est une république d'un point de vue philosophique, donc une démocratie. Alors, il y a déjà une redondance. Pour que nous puissions être identifiés en tant que tels, on vous appelle Emmanuel Louyatou, mais dans votre famille, vous avez peut-être un Didier ou un Jean, ainsi de suite. On sait que quand on dit dans la famille Louyatou, Emmanuel, mais c'est un tel. Mais il n'y en a pas 2. Il faudrait qu'on revienne à une bonne dénomination. Soit on prend Congo-Kinshasa, comme ça on dit ah, c'est le Congolais de Kinshasa, soit, et c'est ma préférence, telle que l'a présenté mon aîné Frédéric Boyenga Bofala, Congo-Zaïre. Ça va faire quoi? On va relier le Congo, avant on avait Congo-Léopoldville, du Congo-Kinshasa, on prend le Congo, on prend le Zaïre, les 2 noms qui ont existé durant les 3 phases de notre histoire, on les colle et on devient des Congo-Zaïrois. Nous serons facilement identifiés et identifiables. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ici, il y a la question même
de l'élément essentiel de l'identité de la personne, c'est la langue. Effectivement. Le chinois, il parle chinois. Français parle français. Anglais parle anglais, ainsi de Allemand suite. parle allemand. Allemand parle allemand. Mais au Congo, où vous avez des députés, des sénateurs ou autres qui ont du mal à parler français, les gens les appellent les analphabètes. Mais non, ils ne sont pas analphabètes, ce n'est pas notre langue, c'est une langue étrangère. Et dans cette constitution, nos langues sont simplement des langues qu'on doit promouvoir. Et je dis non, nous voulons être identifiés, nous sommes des Congos-Zaïrois, nous parlons Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo. Donc ça doit être le langue de gouvernement. Le débat à l'Assemblée ou au Parlement, Surtout les assemblées provinciales, là, par même exemple. au niveau des assemblées provinciales, ça doit se faire dans nos langues. Parce que nous serons capables de nous exprimer ou de mieux exprimer les idées qui sont les nôtres, parce que c'est intrinsèque, c'est dans le sang, je ne sais pas moi, ça vient vraiment du cœur. Il y a des mots qui sont intraduisibles en français. Et si on a du mal à exprimer certains mots en français, on peut mieux les exprimer dans nos langues. Donc, la démocratie sera vraiment vivante. Avec la nouvelle constitution, le français va français devoir perdre sa place. J'ai mis en place ce que j'appelle une pyramide linguistique à préférence nationale. C'est-à-dire, nos langues nationales sont les langues officielles principales. Le français devient une langue officielle auxiliaire, secondaire. Au même titre, par exemple, que l'anglais qu'on peut rajouter pour des raisons internationales. Donc le français, on va rester avec le français quand même. On va étudier à l'université en français, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout balayer non plus d'un revers de main pour dire que nous sortons de là. C'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire. Nous devons l'assumer. Nous restons dans la francophonie, nous parlerons français, mais dans un cadre bien spécial. Par exemple, à l'université, dans le cadre des relations internationales. Donc, ça devient une langue de communication plus pour l'extérieur qu'au niveau interne. Vous voyez? Ça va redorer l'image du Congolais ou du Congo-Zaïrois. Troisièmement, Congo restauré, la restauration des armoiries, justement. Et je vais vous expliquer comment notre pays a été affaibli. Là, vous voyez, l'image qui est à gauche, ce sont les armoiries de la Deuxième République. À droite, c'est les armoiries actuelles. Qu'est-ce qu'on constate? Si je puis me permettre, avant d'aller plus loin, je vais vous poser d'ailleurs une question. Bon, c'est vous qui posez les questions, Exactement. mais je vais inverser pour les raisons de la cause. Dites-moi, vous, quelle est la différence que vous voyez entre les deux? Et c'est ce que tout le monde voit, mais moi je vois autre chose. Ben, moi, je constate, comme vous, qu'une flèche, la flèche, n'y est plus. Et il y a cette herbe qui n'existe plus. La palme, oui. Voilà, la palme qui n'existe plus. Et puis, nous avons l'ivoire qui a été délocalisé. Oui. Et il y a plusieurs changements. Et de l'autre côté, c'est posé sur une pierre. De l'autre côté, c'est uniquement sur la devise. Donc, il y a plusieurs démarcations à faire. Mais moi, je voulais qu'on ait vraiment votre aspect juridique. Ce n'est pas juridique, c'est symbolique. Tout est spirituel. OK. Ici, ce n'est pas du juridique. Avant d'écrire, vous pensez d'abord. Exactement. OK? On n'écrit pas n'importe comment. C'est l'esprit ou la pensée qui commande ce que l'on écrit. Absolument. Ça, c'est un symbole. Et nous sommes des Bantous. Nous sommes dans la symbolique ou dans le symbolisme. Nous ne devons pas oublier ça. Même l'homme blanc, il est même plus dans le symbolisme que l'homme noir, d'ailleurs, qui a perdu son sens du symbolisme. Moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, disons, à gauche, il y a l'unité. Vous voyez? Tout est entrelacé. Tout est uni. Ça crée vraiment un. Et pluribus unum, donc c'est l'unité dans la diversité. Tout est vraiment entrelacé. De l'autre côté, les choses sont juxtaposées. On les colle. Donc c'est chaque chose Fait ce qu'elle veut. voilà, et à part, on vient seulement, on colle. On peut enlever, on peut détacher. Regardez, justice, on détache.
travaille, on détache. Il n'y a aucune unité. Ça, c'est la première des choses. Et c'est la raison pour laquelle que le Congo, aujourd'hui, est un peu en basculement là dans ces désordres. On nous a désunis. Et ça s'est traduit quoi? Par la provincialisation du système. N'est-ce pas? La mise en place de ces provinces. On a créé les 26 provinces. C'est bien. Mais basé sur quoi? Sur l'appartenance quasiment ethnique, ou que sais-je. N'est-ce pas? Effectivement. À part Kinshasa, vous allez dans le Kwango, vous voyez quoi? Les Pelende, les Soukou, les Yaka, machin. Vous allez dans les Kwilu, les Yans, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment atomisé. Ce qui fait que, moi qui suis du Kwango, je ne peux pas aller, même si j'ai vécu longtemps dans le Kasaï, je ne peux pas me présenter comme un candidat gouverneur. On va dire, ah non, non, Yosa Mouloubate, vous n'êtes pas d'ici, rentrez chez vous. Le choix est tribalo-ethnique. Tribalo-ethnique, on dit rentrez chez vous. Chez vous où? Mais le Congo, c'est chez moi. On me dit rentre chez toi. Mais ça, c'est à travers les armoiries. Donc, on nous a dépiécés, on nous a divisés à travers ce symbole-là. Deuxièmement, aujourd'hui, le Congo vit dans la pauvreté totale. C'est parmi les pays les plus pauvres au monde. N'est-ce pas? Oui. Regardez. La palme, on nous a enlevé. La flèche, ça représente quoi? C'est la mer nourricière, n'est-ce pas? Oui. Et ça se trouve où? À gauche. La gauche, c'est le symbole justement de la mer nourricière. On nous a enlevé tout ça et nous nous sommes appauvris. On vit dans la pauvreté totale. Je vais aller vite. Si maintenant l'on prend ce qui est à droite, le reste c'est dans l'ouvrage, ceux qui veulent ils peuvent lire, ils verront, tout est développé. La droite, vous avez, que représente d'abord la droite? La droite, c'est le symbole de l'autorité, de la puissance. Et là, vous avez, à droite, dans les armoiries de la Deuxième République, une triple puissance, représentée par la droite elle-même, par la lance et par l'ivoire. Parce que l'éléphant, quand même, contrairement à ce qu'on dit, c'est lui le grand chef dans la forêt. Oui. Ce n'est pas les lions. Le lion est roi de la forêt. Mais le chef, c'est l'éléphant à travers cette trompe-là, à travers l'ivoire. Donc, on nous a affaiblis, nous n'avons pas. Il y a l'insécurité totale dans ce pays, il n'y a presque pas d'autorité. On interdit les Wewa d'entrer dans la Gombe. C'est une semaine et même pas une semaine. Les Wewa vont menacer le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ils vont le menacer. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'autorité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il n'y a pas d'autorité. Deuxièmement, à l'Est, nous avons perdu notre puissance. On a une armée, mais on se demande si on en a vraiment une. Vous voyez? Donc, très symboliquement, ces armoiries-là, actuelles, on doit les balayer pour restaurer cette force, cette puissance, cette prospérité à travers les armoiries qu'on avait sous la Deuxième République. Merci beaucoup, professeur. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de AUBS Télévision. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous avons reçu un chercheur, un professeur des universités qui réfléchit sur une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Il s'appelle Prof Placide Mabaka. On va continuer avec lui parce que dans cet ouvrage de 150 pages, si je ne m'abuse, il propose également la diminution du nombre de députés, des élus au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il veut qu'on passe plutôt à l'Assemblée constituante. Pourquoi ce choix de diminuer le nombre de députés et comment vont-ils être élus, ces députés dont le nombre a été revu à 333 quand je lis votre ouvrage? Alors, aujourd'hui, on entend souvent dire que 70% du budget de l'État est utilisé pour le fonctionnement des institutions en quelque sorte.
Et on entend aussi dire qu'il faut réduire le train de vie des institutions. C'est un credo tout le temps, mais on dont en on parle, n'a mais jamais... on n'agit pas. Bon, je ne sais pas. Il y a un débat là-dessus. Un député gagnerait 21 000, bientôt soi-disant 33 000. Et d'ailleurs, le président sortant de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge, l'honorable Mbosso, lors de ce choix primaire au sein de l'Union sacrée, a été clair dans son propos. Il dira, vous touchiez 4 000 $ quand j'arrive, et aujourd'hui, vous savez, le non-dit laisse place donc à confirmer cette rumeur qu'on avait à la spéculation, effectivement. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, bon, ils sont 500. Même s'ils gagnaient, disons, 20 000, à 500, ça fait combien? Sans compter les congrès, sans compter les sessions extraordinaires, ainsi de suite. Bon, on est dans une forme de dépenses inutiles de l'argent et les dépenses les plus respectées. Et les dépenses les plus respectées. Alors que, bon, sans parler de ma profession, nous, professeurs des universités, mais nous gagnons une misère. C'est de la misère, on ne gagne pas grand-chose. En précisant même que nous ne gagnons même, ne touchons rien en ce qui concerne la recherche. Or, quel est ce pays au monde qui peut évoluer sans les chercheurs? Partout, le développement va de la part de la recherche. Vous allez aux États-Unis, en France, bon, pour parler de l'Union européenne, la Chine, combien on dépense d'argent pour la recherche? Mais au Congo, mais un chercheur, mais il est totalement ignoré. Il faut débourser de sa poche pour écrire un tel livre. Et ça prend combien de temps? Les gens pensent que, ah oui, ils voient un livre, ah c'est 150 pages, oh non, ah mais c'est pas beaucoup, mais c'est cher. Mais non, combien de temps on passe à travailler, combien de sacrifices là-dessus? Donc, mon idée, d'abord, c'est de réduire le train de vie des institutions par la réduction du nombre. La logique, c'est quoi? On est près de 80 millions, 100 millions, peu importe. 500 députés, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Je suis parti de territoires. D'ailleurs, qu'il faudra aussi revoir dans le découpage territorial. Ça, c'est un autre débat. Dans chaque territoire, on peut prévoir 2 députés. Donc, la circonscription électorale sera le territoire, et chaque territoire aura 2 députés. Comme on a 145 territoires, il y aura combien? 290 députés au niveau des territoires. On a 35 villes. Dans chaque ville, il y aura un député par ville. Ce qui fait 35. 290, 35, ça fait 315. Et il y a la ville qui a un statut particulier, notre grande ville, la ville-province de Kinshasa, qui aura 8 députés. Parce que c'est quand même une ville très peuplée. C'est la même, je pense, la ville la plus peuplée du pays. Donc 315 plus 8, ce qui fait 333. Je maintiens l'idée d'une chambre bicamérale, d'un parlement, bicaméral. À la seule différence que ce que l'on appelle le Sénat aujourd'hui, qui est composé des 108 membres, va être transformé à ce que j'appelle la chambre de la subsidiarité. Et d'ailleurs, je cherche un nom dans nos langues qui exprimerait cette idée de chambre de la subsidiarité, donc chambre de complémentarité en quelque sorte, qui sera une chambre spécialisée composée de ceux que j'appelle les sages. Et ces sages-là doivent être au nombre de 28, à raison d'un sage par province, il y a 25 provinces, plus 3 pour la ville-province de Kinshasa. Au-delà de ça, il faudrait qu'on réduise le montant de leurs émoluments. Ça ne doit pas dépasser l'équivalent de 7 000 $. Ça ne doit pas dépasser l'équivalent de 7 000 $. Avec les avantages y compris, parce qu'ils ont même des affaires invisibles au niveau de l'Assemblée. Ça ne doit pas dépasser l'équivalent de 7 000 $. Et pour les ministres, parce que je l'ai dit aussi, un ministre ne doit pas toucher plus de 10 000 $. Et si l'on réduit tout ça, le nombre,
on rationalise les émoluments, imaginez la plus-value, le gain qu'on aura, qui peut être affecté quoi? À l'éducation, à la recherche, à l'armée, plutôt que de déverser autant d'argent, de donner à des individus qui ne proposent rien, quasiment rien, sur les 500, je ne sais pas, combien de députés aujourd'hui ont pris des initiatives législatives, ont interpellé, ont posé des questions au gouvernement, ainsi de suite. Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques-uns qu'on connaît qui interviennent le plus souvent. Ils sont dans des commissions, mais qu'est-ce qu'ils font? Et quand vous voyez même, d'un point de vue, la rédaction même des lois, mais il y a des fois manque de cohérence entre telle loi et telle autre, ainsi de suite. Donc, on est un peu dans une forme comment dirais-je, d'amateurisme pour ne pas parler, pour ne pas utiliser d'autres mots. Donc, il faut que ces gens-là, le nombre qui sera là, soient des gens qui soient aussi formés. Et c'est ça le rôle des partis politiques. Et d'ailleurs, dans ce système, dans mon système, on va réduire le nombre de partis politiques par le biais du mode de scrutin. Alors, quel mode de scrutin exactement vous proposez pour cette nouvelle République que vous rêvez à travers votre publication? Non, mais comme je l'ai déjà dit, c'est le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Donc, on va dégager tout de suite une majorité. Elle sera facilement identifiable. C'est le mode de scrutin qui est utilisé au Royaume-Uni, par exemple. Vous voyez, au Royaume-Uni, l'avantage, c'est que le Premier ministre, il est directement élu. On sait, en élisant, par exemple, tel parti qui sera majoritaire, on connaît le nom du Premier ministre, c'est qui? Le chef de ce parti-là. Vous voyez? Bon, moi, je ne dis pas qu'il faut faire ça ici, mais on va utiliser ce système, ce mode de scrutin, qui permettra de dégager tout de suite une majorité et qui va tendre à quoi? À la création d'un système quasiment bipartisan. On aura deux grandes tendances. Donc, on peut dire, par exemple, gauche-droite si l'on veut, et peut-être un ou deux partis d'appoint, comme ça se passe aux États-Unis, vous voyez? Mais là, c'est à travers aussi des grands électeurs, c'est différent. Mais au moins, on sait qu'il y a deux grands partis, il y a deux grands partis basés sur une certaine idéologie, alors qu'aujourd'hui, les partis politiques congolais ne sont basés sur aucune idéologie. Quelle différence y a-t-il entre l'UDPS et la FDC ou avec l'UNC, d'un point de vue idéologique? Quelle différence entre ACP, le truc de Ngobilala, oui. Bon, avec, par exemple, je ne sais pas moi, AREP. Bon, il y en a qui se réclament de la social-démocratie, il y en a qui sont les libéraux centristes, il y en a qui sont lumumbistes, et c'est ce que vous dites, c'est que dans ce système prof, on est pratiquement perdu. Vous avez des lumumbistes et au pouvoir et dans l'opposition. Vous avez les sociaux-démocrates et dans le pouvoir et dans l'opposition. Finalement, on est dans un système unique à son genre de la République démocratique du Congo. On est dans une marmaille, donc on ne sait pas en fait ce qu'est le système politique congolais. Et là, prof, j'ai peur parce que dans cet ouvrage, vous préconisez un exécutif à commandement unique dans la distinction de pouvoir. Alors comment on va s'y prendre avec la crainte que nous avons de donner plus de pouvoir à des gens qui, déjà, même dans le système actuel, en abusent? Qu'est-ce qu'on a préconisé, qu'est-ce que vous proposez comme une sorte de régulation pour qu'on n'arrive pas à un abus de pouvoir dans cette recommandation de commandement unique? Bon, le Congo, aujourd'hui, le Congo a besoin d'un pouvoir fort. Le Congo a besoin, si je puis me permettre, d'un guide, n'est-ce pas? Le Congo a besoin de repères, donc d'un chef de famille, d'un père, celui qui montre le chemin, comme Moïse a montré le chemin aux enfants d'Israël. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la lumière. Mais ce système ne peut se faire que, disons, n'est valable que si on donne le pouvoir à une seule personne en quelque sorte. Quand je dis au niveau de l'exécutif, qu'il y ait un commandement unique, c'est lui qui a le bâton, c'est lui qui a le maillet, il doit être seul et non pas deux. Aujourd'hui, on a un système dans lequel on a un président de la République et un premier ministre, chef du gouvernement. Seulement, le gouvernement
ne fait pas que conduire la politique de la nation, mais détermine cette politique, devrait normalement déterminer et conduire la politique de la nation. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement conduit la politique de la nation, mais la détermination de cette politique, c'est entre le gouvernement et le président de la République. Autrement dit, le président de la République décide de la politique de la nation. N'est-ce pas? Donc il y a une hiérarchie, à la seule différence qu'avec le mode de scrutin d'aujourd'hui, le président de la République est affaibli par rapport au Premier ministre qui, lui, est issu d'une majorité claire et nette qui est la majorité parlementaire. Bon. Et vous avez vu sous FCC Cash le problème qui s'est posé. Parce qu'on avait un Premier ministre qui lui estimait qu'il avait la majorité, un président de la République qui, lui, avait sa légitimité du fait de son élection au suffrage universel direct, mais mésentente pourquoi le gouvernement, certains ministres, ne voulaient pas exécuter les ordres du président de la République qui est le chef de l'État, estimant que leur chef c'est qui? C'est le Premier ministre. Il faut mettre fin à cela. Il faut qu'il y ait un commandement, une seule direction. Le président de la République devient chef de l'État et chef de gouvernement. Le Premier ministre ne va être qu'un simple collaborateur, un coordonnateur du gouvernement. Et c'est lui qui va conduire donc la politique décidée par le président de la République sur base de son projet de société sur lequel il a été élu. Donc il faut connaître cette direction. Et c'est le président de la République, d'une manière ou d'une autre, qui va engager sa responsabilité vis-à-vis du peuple à travers le mécanisme que j'appelle, qui existe aussi ailleurs, qu'on appelle le rappel, donc le référendum révocatoire, le RUPIL, qui existe aux États-Unis ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on vous donne un mandat, ce n'est pas un mandat impératif, hein? Attention, le mandat n'est pas impératif, mais vous avez été élu sur la base de certaines promesses. Vous avez dit que je suis élu, je vais, admettons, améliorer le social en augmentant le salaire des fonctionnaires, en augmentant le SMIG, ainsi de suite, en interdisant les volants à droite, par exemple, ainsi de suite. Mais vous arrivez au pouvoir, 2, 3, 4 ans, vous ne faites rien. En ce moment-là, le peuple a le droit de vous interpeller. À travers ce que vous appelez donc le référendum. Oui, le rappel. On vous rappelle. On lance une pétition, on vous rappelle, mais messieurs, venez nous expliquer. Parlez-nous, dites-nous. Qu'est-ce qui s'est posé comme problème pour que vous ne puissiez pas réaliser votre engagement? Et donc là, l'autorité visée va s'exprimer dans une sorte d'une adresse à la nation. Et pas seulement, oui, il va s'exprimer, une adresse, c'est quelque chose qui vient de soi. Il va venir se justifier. Exact, une redevabilité à la nation. Exactement, c'est la redevabilité. Il doit répondre. Il doit dire que oui, je me suis engagé sur telle base. C'est un contrat. Nous vous avons élus. Nous avons signé un contrat, vous et nous, qui sommes le peuple, sur base des engagements que vous avez pris. Maintenant, vous devez les exécuter. Donc, on va mettre fin au populisme. Vous voyez? Donc, on ne va pas promettre tout et n'importe quoi. Donc, le candidat qui sera la présidente de la République prendra la mesure des engagements qu'il prend vis-à-vis de son peuple. Et non pas dire des choses pour plaire et être élu. En ce moment-là, il vient s'expliquer. Si les arguments sont fondés, on dira, OK, nous avons compris. Dans ce cas, continuez votre mandat jusqu'à la fin et on va voir comment aussi aider pour que ça change. Mais si on se rend compte que non, c'était des promesses fallacieuses, c'était du populisme et coco, référendum pour savoir si on vous maintient, ou si vous continuez. Et là, il y a aussi un autre risque, c'est que vous ne déterminez pas le nombre de mandats pour cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous dites sur le nombre de mandats? Le président de la République, pour moi, est élu pour 7 ans, renouvelable à volonté, j'expliquerai.
Le Sénat, disons, la Chambre des subsidiarités est élue pour 6 ans, renouvelable par moitié. Et la Chambre de représentants, ce que vous appelez l'Assemblée nationale, je veux bien Chambre de représentants, parce que les députés doivent savoir qu'ils sont des simples représentants. Alors là, ils vont perdre même leur pouvoir d'autorité parlementaire. Non, ils restent parlementaires, ils sont de représentants. Chambre de représentants, ça c'est juste une dénomination. Assemblée nationale, bon, c'est venu français, machin, mais c'est historique, c'est venu de la Révolution. Exactement. Mais normalement, c'est Chambre de représentants, vous êtes des représentants, comme en Belgique, comme aux États-Unis, vous êtes des délégués, vous êtes des représentants du peuple. Hein? Donc, et eux, ils sont élus pour 5 ans. Renouvelable une fois. Donc, on ne peut pas faire 2 mandats successifs. Et si on quitte, on ne peut pas non plus aller, soi-disant, au Sénat. Non. Vous avez été parlementaire, 2 mandats successifs, après, repos. Il faut renouveler aussi la classe. Donc, ce n'est pas les mêmes qui peuvent être là. Ah non, il a été député pendant 10 ans, sénateur pendant 10 ans, il revient député, ainsi de suite. Ça, il faut mettre fin. Parce qu'il y a beaucoup de compétences au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Avec nos langues qui deviendront des langues officielles, justement, il y aura beaucoup de talents, beaucoup des gens qui seraient capables de pouvoir se présenter là-dessus. Donc, le président est élu pour 7 ans, et pour éviter une déstabilisation du système, c'est seulement au bout de la 4e année de son mandat qu'on peut l'interpeller, pas avant. Sinon, ça va créer des crises mais sinon, on aurait, voilà. Avec ce que nous avons comme jeu opposition-majorité, on aurait des référendums révocatoires tous les jours, donc tous les mois. Ça ne va pas. Il faut laisser la personne travailler, dire que vous avez eu 4 ans. Au bout de 4 ans, on doit voir au moins un commencement des résultats. Exact. Et s'il n'y a rien, on a le droit. Aux États-Unis, le mandat, il est de 4 ans. Hein. Donc, au bout de 4 ans, vous devez être apte à quand même faire quelque chose. Voilà. Alors, prof, une nouvelle constitution pour un Congo restauré, comment on peut se procurer cet ouvrage? Parce que là, on est en train de chuter, vu que le temps nous donné par l'antenne est toujours réduit. Comment on fait pour se procurer cet ouvrage? Les gens qui sont à Kinshasa, nous sommes suivis à travers l'Afrique, à travers le monde, bien sûr. Comment on fait pour se procurer cet ouvrage? Bon, pour l'instant, pour se procurer l'ouvrage, ça passe essentiellement par moi-même ou par quelqu'un qui s'occupe un peu du marketing là-dessus. Il suffit de m'appeler ou passer même par vous aussi, hein, vous pouvez être un relais. On saura, si la personne n'est pas au Congo, ou n'est pas à Kinshasa, pardon, on saura comment lui faire parvenir cela, avec bien sûr de frais supplémentaires liés à la livraison. Et déjà, sur l'écran, vous pouvez apercevoir le numéro WhatsApp qui apparaît. Vous pouvez donc contacter par ce numéro-là pour entrer en contact avec l'auteur et vous procurer cette nouvelle publication, cette nouvelle recherche menée par le prof Placide Mabak. Alors, prof, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous voulez un Congo restauré. Un Congo restauré, c'est un Congo émergent, un Congo où l'économie est stable, un Congo où la justice fait son travail, réellement son travail, un Congo qui va se débarrasser de la Constitution de 2006, selon ce que vous réclamez et pour lequel vous militez dans, dans ce nouvel ouvrage. Qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin qui peut résumer votre combat et qui vous visez pour que ça change? Qui vous allez trouver? Est-ce le président de la République? Est-ce l'Assemblée nationale actuelle que vous voudriez qu'elle devienne assemblée constituante? Qui vous visez pour que cet ouvrage ou cette idée soit mise en pratique en République démocratique du Congo? Au début, j'ai commencé par l'image d'une maison et d'une fondation. Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans plan. Et vous ne pouvez pas avoir un plan sans architecte. Et l'architecte ici, c'est le président de la République. C'est lui seul qui peut dessiner le plan qui permettrait justement d'avoir cette fondation. C'est lui qui va désigner le conducteur des travaux à travers ce comité constitutionnel et des ouvriers qui vont exécuter le travail à travers l'Assemblée nationale, qui deviendra une assemblée constituante. Donc, le cœur du changement revient, disons, le rôle principal revient au président de la République, que j'appelle de tout me vœu de se saisir de cette occasion pour
révolutionner, n'est-ce pas? Et pour justement appliquer cette devise du parti dont il est issu, qui est le peuple d'abord. Donc mettre le peuple d'abord en avant, mettre d'abord le peuple en avant, et seul le président de la République peut le faire. C'est à lui qu'il revient de concrétiser ses idées au courant de ce mandat. Mais la Constitution, ça je précise aussi, cette nouvelle Constitution, une fois adoptée, moi je vois ça d'ici 2026 au plus tard, ne peut entrer en vigueur que pour le prochain président. Voilà. Pas maintenant, pas en cours. Donc, à l'issue de ce mandat, donc en 2028, les élections et tout doit se faire sur base de cette nouvelle Constitution, parce que je limite aussi l'âge, des choses comme ça. Bon, tout est défini là-dessus. Donc là-dedans, pardon, c'est le président de la République qui a la charge principale et il en a les compétences, je l'ai expliqué, la méthode, comment faire à travers l'article 69 de la Constitution. Voilà, c'est donc sur ces mots d'un appel pressant au président de la République, du professeur Placide Mabaka, auteur de la nouvelle Constitution pour un Congo restauré, que nous mettons un terme à ce numéro de AUBS Soir. Nous espérons qu'on peut encore vous avoir une autre fois, prof, sur notre plateau. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci de nous avoir suivis, merci de rester branchés au programme de AUBS Télévision. Surtout, ne nous ratez pas pour le prochain numéro à travers AUBS Soir. On vous dit au revoir. Thank you.